bienvenue à la conférence d'aujourd'hui qui s'intitule L'influence des grands-parents sur l'éducation de leurs petits-enfants. On reçoit Xavier Saint-Denis, professeur adjoint en études des populations à l'Institut national de la recherche scientifique. Donc ici, je lis mon texte d'un peu trop près, désolé, et qui est directeur aussi et instigateur, fondateur du groupe d'études en statistique sociale qui organise aussi tout plein d'événements très intéressants. Alors à suivre si le cœur vous en dit. Ces recherches portent sur la mobilité sociale, les inégalités socio-économiques, les trajectoires professionnelles et éducatives et bien sûr les statistiques sociales. Alors, merci beaucoup, Xavier. Donc, la présentation va durer 35 minutes environ. Et ensuite, il y aura une période de questions de 15 minutes qui sera modérée par Simon. Alors, voilà, sans plus tarder, à toi la parole. Merci beaucoup, Maude et Simon, pour l'accueil. Le micro fonctionne? Parfait. Bonjour aussi à tout le monde en ligne. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici pour présenter les résultats de cette étude qui a été financée par le PRFM, qui est une étude réalisée en collaboration avec Natacha Prats, mon étudiante au doctorat ici à l'INRS, Béatrice Morcelli, qui est dans la salle de l'Université de Montréal, et Solène Lardou, également de l'Université de Montréal, qui fait partie d'une initiative plus large où on essaie d'identifier et d'étudier les réseaux familiaux complexes dans les données administratives canadiennes. OK. Donc, ici, dans cette étude, on s'intéresse aux inégalités d'accès à l'éducation postsecondaire en fonction de l'origine sociale. Donc, l'origine sociale, ça veut dire la classe sociale ou le niveau de revenu, le niveau d'éducation des parents. On sait que ces caractéristiques-là de la famille ont tendance à avoir une grande influence sur la probabilité qu'un enfant participe ou non à l'éducation postsecondaire. Et donc, évidemment, il y a une dimension financière, donc le revenu familial, qui est importante dans ce processus-là, mais il y a toute une autre série de dimensions auxquelles on va moins toucher aujourd'hui. S'intéresser aux inégalités d'accès à l'éducation postsecondaire, c'est particulièrement important pour deux raisons. Dans un contexte canadien notamment, la première, c'est que les inégalités d'accès au baccalauréat, au collégial, à la maîtrise, doctorat, etc., contribuent à environ 30 à 50 du niveau qu'on observe de transmission intergénérationnelle du revenu. C'est-à-dire que les inégalités de revenus parmi les gens qui ont le même niveau d'éducation sont à peu près 50 plus faibles, 30 à 50 plus faibles que les inégalités de revenus qu'on observe dans la population générale. Ensuite, la diplomation postsecondaire a un effet qu'on dit égalisateur. C'est-à-dire que plus on atteint un niveau d'éducation élevé, plus les différences de revenus en fonction de l'origine sociale sont atténuées. C'est-à-dire que des enfants de familles moins favorisées qui obtiennent un diplôme postsecondaire ont tendance à avoir des revenus beaucoup plus similaires aux enfants provenant de familles favorisées que si on compare le même type d'enfants, donc les enfants de familles favorisées et défavorisées, qui ont obtenu aucun diplôme. Bien comprendre les sources des inégalités d'accès à l'éducation postsecondaire dans un contexte canadien, c'est particulièrement important. Important également parce qu'on voit une persistance des inégalités d'accès au cours des dernières décennies, alors même qu'on a eu une croissance de la proportion de personnes qui participent aux études postsecondaires dans les cohortes les plus récentes. On a largement dépassé le 50 Puis pour donner un petit aperçu, historique récent, disons, de l'évolution de ces tendances-là, dans une publication précédente, dans le cadre d'une section du bulletin sur l'égalité des chances en éducation de l'Observatoire québécois des inégalités, on a produit des chiffres sur l'évolution des inégalités d'accès au collégial au Québec entre l'accord de naissance de 1992 et l'accord de naissance donc des enfants qui sont nés dans les années 2000. Et ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui proviennent des familles les moins favorisées en termes de revenus, donc le quintile le plus faible, au total, il y en a 47 d'entre eux qui vont aller s'inscrire dans un programme d'études collégiales avant 21 ans, alors que c'est le cas de 85 d'entre eux s'ils proviennent des familles aux quintiles les plus élevés. Et ces écarts-là se sont maintenus. Les écarts qu'on observait dans l'accord de naissance de 92, on les retrouve aussi dans l'accord de naissance de 2000, la plus récente là, qui avait atteint 21 ans dans les données qu'on avait. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que se situe l'étude. Voilà. Donc, maintenant, je vais me lancer dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le rôle des grands-parents dans ce processus-là.
Donc, il y a beaucoup de recherches qui s'est concentrée évidemment sur le rôle de différentes ressources des parents, le rôle du capital culturel, le rôle de la socialisation, vraiment au niveau de la famille nucléaire au sein de laquelle l'enfant a grandi. Mais de plus en plus d'études s'intéressent au rôle des autres membres de la famille, les fratries, les cousins et les grands-parents. Dans un contexte canadien, par exemple, je dirais qu'on est un petit peu soit très en avance, soit très, très en retard en termes de contribution à ce champ d'études-là, dans la mesure où, en 1977, on a eu une première étude de Goyder et Curtis sur la transmission intergénérationnelle du statut socio-économique sur 4 générations. Et donc, cette étude-là a été réalisée il y a 50 ans environ. Et depuis ce temps-là, on n'a pas eu d'études similaires qui ont vraiment contribué à cette littérature-là dans un contexte canadien, alors qu'en Europe, aux États-Unis, on a eu plus de 70 études qui se sont intéressées à la transmission des inégalités sur 3 générations ou plus. Et donc, l'objectif avec cette étude-là, c'était vraiment de combler ce gap-là dans la littérature qu'on avait identifié dans un contexte canadien. Il y avait une bonne raison pour laquelle on avait ce manque de contribution-là dans les 50 dernières années, c'est qu'on n'avait pas vraiment les données qui permettaient de produire des résultats sur l'influence des grands-parents sur le statut socio-économique de leurs petits-enfants. Ça prend un type de données assez complexe, puis je vais toucher un petit peu à cet enjeu-là qu'on va arriver dans la partie méthodologique. Donc, l'étude que je présente aujourd'hui, on a réussi à la réaliser en mobilisant une source de données qui permet de produire ces résultats-là vraiment depuis quelques années seulement, parce qu'on a assez d'années d'observation où on peut observer à la fois les grands-parents, les parents et les enfants dans une même base de données. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire, pourquoi s'intéresser, donc pourquoi prendre une approche multigénérationnelle qui s'intéresse aux grands-parents dans le cadre d'une étude sur les inégalités d'accès à l'éducation postsecondaire? Donc, d'abord, il y a toute une série d'arguments qui proviennent plus de la littérature, qui s'intéressent plus traditionnellement à la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre. Il y a environ 15 ans, Robert Murray a publié une contribution un peu plus théorique qui incitait les chercheurs à accorder de l'importance au processus multigénérationnel en listant différentes raisons pour lesquelles les études qui se concentrent traditionnellement sur la transmission des inégalités sur 2 générations manquent beaucoup de dynamiques qui sont extrêmement importantes pour la reproduction des inégalités et leur persistance dans le temps. À peu près en même temps, on a eu l'émergence d'une littérature qui s'intéresse à ce qu'on appelle les effets compensatoires. C'est-à-dire le fait que les familles dont un des membres, les familles plus favorisées, dont un des membres vit certaines difficultés socio-économiques, donc dans leur parcours éducatif, sur le marché du travail, etc. Donc, dans cette situation-là, les membres de la famille vont intervenir pour prévenir la perte de statut ou donc intervenir dans un processus qui est parfois appelé contre-mobilité. C'est-à-dire que lorsqu'on a quelqu'un qui provient d'une famille plus favorisée et qui semble vivre une mobilité vers le bas, il y a une intervention des membres de la famille pour contrer cette mobilité-là vers le bas. Et donc, ce processus-là compensatoire est de mieux en mieux documenté dans la littérature, mais principalement dans la littérature qui s'intéresse à des processus bigénérationnels, donc l'intervention de la famille, donc en particulier des parents, dans les trajectoires éducatives de leurs enfants. Donc, par exemple, si un enfant a des mauvaises notes, dans une famille plus favorisée, on va avoir un type d'intervention qui fait en sorte qu'on va dire à l'enfant, OK, peut-être que tu as de la difficulté à l'école, mais essaie quand même d'aller dans un programme universitaire moins contingenté et ça permet d'avoir une seconde chance, alors que peut-être que dans des familles moins favorisées, cette intervention-là n'est pas faite et ce qui fait en sorte que ça diminue les chances d'accès à un programme d'études postsecondaires. Donc, on veut s'intéresser aux processus qui sont plus que bigénérationnels et aux effets compensatoires quand on s'intéresse au rôle des grands-parents. Il y a également toute une littérature, plus en démographie de la famille, qui insiste d'une manière légèrement différente sur la structure des réseaux familiaux et les dynamiques de solidarité familiale. Donc, on a une étude, une contribution théorique qui a ouvert tout un champ de recherche par Henry Riley, qui décrit les réseaux de soutien familiaux comme un latent kinship matrix. Donc,
des liens des liens qu'une personne peut entretenir de façon possiblement assez faible au quotidien avec les membres de sa famille élargie, mais qui peuvent être ponctuellement mobilisés en cas de besoin. Et donc ici, c'est le caractère latent de ces liens-là, qui est un peu similaire à l'argument qu'on retrouve dans les théories du capital social de Granovetter, par exemple, sur la force des liens faibles. Donc, les connaissances qui peuvent... les connaissances, donc pas les amitiés proches, mais les connaissances plus du réseau social plus large qui peuvent jouer un rôle dans les processus de recherche d'emploi, par exemple. Donc, on a également aussi une littérature un peu plus récente qui s'intéresse à la structure de ce que ça on appelle le kin safety net. Donc, l'argument, c'est encore un peu la même chose de dire que le réseau familial élargi peut jouer un rôle de filet social et qu'il y a une dimension intergénérationnelle ou multigénérationnelle à ce filet social-là, qui est informel et qui peut se substituer aux institutions en cas de besoin. Dans le cas de Son, on va y revenir, mais son intérêt théorique est plus axé sur les inégalités dans la structure de ces réseaux familiaux-là. Donc, en particulier, comment c'est lié à des processus démographiques. Donc, dans certaines familles, il y a des grands-parents qui survivent. Dans d'autres familles, les grands-parents ne survivent pas, donc ne peuvent pas vraiment intervenir, comme ils ne peuvent pas représenter des sources de soutien informelles. OK. Et finalement, je vais insister un peu sur deux tendances qui justifient de s'intéresser aux grands-parents. En particulier, parmi toutes les autres sources possibles de soutien dans les réseaux familiaux, là, comme les cousins, les frères et sœurs, etc. Donc, ces arguments-là proviennent ou ont été un peu résumés dans un article de Bankson dans le Journal of Marriage and Family. Ce sont des arguments qui sont en anglais appelés kin supply et shared lives, donc la présence de membres du réseau familial élargi et des vies partagées. Donc, ici, Bankson insiste vraiment sur les processus démographiques qui font en sorte qu'on peut avoir des liens multigénérationnels. D'abord, les grands-parents vivent plus longtemps. Donc, il y a plus de chances que les grands-parents et leurs petits-enfants se côtoient pendant des périodes de temps prolongées. Et donc là, ça donne des opportunités de support, de soutien et de solidarité. Il y a aussi une baisse de la fécondité, c'est-à-dire que les grands-parents et les parents ont moins d'enfants, donc moins de membres de la famille entre qui partager les ressources, ce qui crée plus d'opportunités de contact et de soutien intergénérationnel. Et deuxièmement, Bankson s'inscrit dans un débat sur le déclin de la famille nucléaire, où son argument en réponse à des personnes qui justement argumentent qu'on fait face avec l'augmentation du taux de divorce, par exemple, à un déclin de la famille, argumente plutôt que ça crée plus d'occasions pour d'autres membres de la famille d'intervenir et d'autres formes de solidarité familiale de se manifester. Et donc, que la diversification des trajectoires familiales, l'émergence de structures familiales plus complexes, représente une raison encore plus importante de s'intéresser à ces liens-là multigénérationnels avec la famille élargie. Et donc, dans le contexte des inégalités d'accès à l'éducation, c'est vraiment ça qui motive aussi notre intérêt pour les grands-parents comme membres de la famille élargie. OK. Donc, je vais maintenant présenter en quelques diapos notre approche, l'approche qu'on a développée pour notre analyse multigénérationnelle. Donc, comme j'ai dit, on utilise une source de données qui jusqu'à tout récemment, n'était pas disponible aux chercheurs et ne permettait pas vraiment de faire les analyses qu'on va présenter aujourd'hui. Je vais essayer d'être le moins technique possible, mais plus montrer l'intuition derrière ça. J'ai déjà fait des présentations plus techniques qui sont en ligne sur comme un peu l'approche qui est mise en œuvre ici. Donc, on utilise les données administratives longitudinales, qui est une base de données qui prend toutes les personnes qui ont déjà produit une déclaration fiscale au Canada depuis 1982, au moins une fois, et donc qui échantillonne 20 de ces personnes-là. Donc, annuellement, c'est de 3 à 6 millions de personnes annuellement. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'observations. On a un suivi longitudinal des individus. Dès qu'une personne déclare pour la première fois, la personne reste dans les données jusqu'à son décès ou son émigration. Donc, on peut vraiment suivre les individus d'une année à l'autre. Et on peut se demander,
la base de données inclut les personnes qui ont produit des déclarations fiscales. Au Canada, il y a certaines personnes qui n'en produisent pas. Donc, c'est quoi le taux de couverture de ces données-là? Pour les adultes de plus de 30 ans, c'est à peu près 95 et entre 15 et 30 ans, ça oscille entre 50 ou un peu moins, même à 15 ans. Puis ça monte lentement jusqu'à 95 90-95 autour de 30 ans. Donc, on a une bonne couverture, sauf peut-être un peu chez les jeunes qui sont en train de produire leur première déclaration, mais c'est moins important comme on veut voir dans pas longtemps. OK. Dans ces données-là, évidemment, on a de l'information anonymisée sur les déclarations fiscales qui sont produites par les particuliers. Donc, on a de l'information sur le revenu qui est déclaré, sur ses composantes, donc le revenu d'emploi, les transferts, les revenus des gains de capital qui sont imposables. Mais l'avantage de ces données-là, c'est également que quand on produit une déclaration fiscale, les personnes qui sont en union libre ou qui sont mariées rapportent le numéro d'assurance sociale ou l'identité de leur conjoint ou leur conjointe. Et à travers différents formulaires fiscaux, on a aussi des enfants, notamment dans le cadre de l'allocation canadienne pour enfants. Donc, on doit déclarer l'existence d'enfants. Donc, c'est possible d'identifier les liens familiaux entre conjoint et conjointe et entre enfants qui résident avec ce conjoint-là ou cette conjointe-là. Donc, on a un concept fiscal, au sens de l'Agence canadienne de revenus de famille, pour lequel on a de l'information dans les données. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va identifier des liens familiaux. Donc, c'est la nature longitudinale et relationnelle des données qui permet d'identifier des liens familiaux entre adultes qui ne résident pas dans le même ménage. Donc, ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut suivre une famille sur 3 générations, même si on n'observe jamais les membres de ces 3 générations-là dans le même ménage. Dans une enquête plus traditionnelle comme le recensement, par exemple, on ne peut pas identifier les grands-parents d'un répondant au recensement, à part dans la petite proportion des ménages qui sont multigénérationnels. Donc, c'est un peu ça que j'ai illustré ici, où on a la G1, qui sont les grands-parents, la première génération, qu'on avait observé dans la dalle à partir de 82 ici, et qui vont continuer à être dans la dalle, mais qui vont après, disons, la période de 82 à 85, qui ne vont jamais avoir habité avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc, on a ensuite la deuxième génération, qui serait née, par exemple, ici, en 1967, qu'on observe pour la première fois en 1982 dans les données, la première année de données, et qui résident à ce moment-là avec leurs parents, et qui finalement donne naissance à un enfant en 2000, et on observe un lien familial en 2015 entre le parent et le petit-enfant de la 3e génération, au moment où les deux produisent une déclaration fiscale, alors qu'ils résident dans le même ménage. Et donc, on a une chaîne un peu généalogique ici, où on lit 3 générations après. Donc, je vais donner très, très, très rapidement un peu plus de détails sur ce processus-là. Donc, comment on construit l'échantillon? On commence avec, parce qu'on est un peu contraint par le fait que les données commencent en 82, donc on ne peut pas prendre les gens qui sont vraiment très vieux en 2021. On commence avec les petits-enfants. On prend les cours de naissance de 99 à 2001. Donc, les mêmes cours de naissance, le même genre de cours de naissance qu'on avait dans les premiers résultats que je vous ai montrés sur les inégalités d'accès. Donc, c'est vraiment la courbe la plus récente où on voit encore des inégalités d'accès au post-secondaire. Donc, on extrait toutes les personnes qui appartiennent à ces cours de naissance-là, qui sont arrivées au Canada avant 15 ans, donc soit qui sont nés au Canada ou qui ont immigré en tant qu'enfants, et qui ont produit une déclaration fiscale au moins une fois entre 15 et 21 ans. Donc, c'est notre échantillon de la 3e génération, les petits-enfants. Ensuite, on va chercher leurs parents. On peut les identifier. Donc, on peut identifier un lien parent-enfant si les parents ont déclaré alors que leurs enfants avaient 15 à 21 ans et que les parents et les enfants résidaient à la même adresse à ce moment-là. Donc, un enfant qui a sa première job d'été produit une déclaration fiscale. Évidemment, au moins un de ses parents va produire une déclaration fiscale. 95% des parents à peu près le font. Et donc, on voit deux particuliers qui produisent une déclaration fiscale et l'un est l'enfant de l'autre. Et donc, comme je l'ai expliqué, mais comme on peut faire le suivi longitudinal des individus, ensuite, on prend le moment, on a identifié un parent ici de la 2e génération qui résidait avec son enfant. Bien, on remonte au moment où ce même parent-là a produit sa première déclaration fiscale et on tente d'identifier à ce moment-là les parents avec qui ce parent-là résidait, donc la première génération. Donc, on suit le même processus et on tente d'identifier un moment où le parent de la 2e génération résidait avec son propre parent de la première génération et les deux avaient produit une déclaration fiscale alors qu'ils résidaient à la même adresse. Donc, la nature des données fiscales nous permet vraiment de faire ces liens-là ici.
Et ça nous donne une base de données multigénérationnelle avec un suivi longitudinal de chaque individu qui appartient à la même famille. OK. Donc, on a terminé pour la partie un peu plus technique, ou presque. Donc, notre variable dépendante ici, qu'on parle d'accès à l'éducation postsecondaire, on utilise simplement une variable binaire parce que pour les cohortes de 99 à 2001, dans l'année de données la plus récente qu'on a, c'est 2021, la plupart des personnes qui vont accéder aux études postsecondaires vont s'être inscrits au moins une fois dans une institution d'enseignement postsecondaire, mais la plupart d'entre eux n'auront pas diplômé, évidemment. Ici, c'est une étude pan-canadienne en particulier, donc toutes les personnes qui font qui ont un baccalauréat qui sont inscrits à un baccalauréat universitaire vont s'inscrire entre 18 et 19 ans. C'est un peu plus tôt où on peut s'inscrire à un tel programme. Puis la plupart des gens des cours de naissance qu'on a ici n'auront pas atteint 22 ans, l'âge à peu près où on diplôme de ces programmes-là. Donc, on mesure vraiment l'accès. À travers un couplage entre nos données et le système d'information sur l'éducation postsecondaire, qui est une base de données de tous les inscrits dans une institution d'enseignement postsecondaire canadienne. Ensuite, pour les parents et les grands-parents, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le revenu qui était gagné par les parents, donc la génération 2, lorsque les enfants avaient 15 à 19 ans, donc à l'adolescence, donc très proche du moment où les décisions d'accès, de participation aux études postsecondaires sont prises. Et on fait la moyenne en fait, ici, pour l'étude ici, on a même pris 10 ans de revenus. On fait une moyenne sur 10 ans du revenu des parents. Donc, le revenu des parents quand l'enfant avait de 10 à 19 ans. Et on dérive le rang centile. Donc, on fait un classement des parents de 1 à 100 en fonction de leur positionnement dans la distribution du revenu. On fait la même chose avec les grands-parents, à l'exception près que, parce que la DAL, c'est un échantillon de 20 de tous les déclarants, à chaque fois qu'on fait un nouveau lien familial, on perd 20 de l'échantillon. Donc, ici, juste pour pas avoir un trop petit échantillon, on a simplement procédé à une observation indirecte des grands-parents, c'est-à-dire qu'on a pris comme revenu des grands-parents le revenu familial des parents quand les parents avaient 15 à 19 ans et qui rapportaient à eux-mêmes un enfant ou un dépendant dans une famille. Je peux en dire un peu plus sur ce processus-là, donc je ne vais pas trop creuser dans ce côté-là un peu trop technique. En bout de ligne, on identifie à peu près 50 des grands-parents pour à peu près 53 des petits-enfants. Ça nous avait vraiment surpris. Au début, on se demandait pourquoi il nous manque autant de grands-parents. Pourquoi est-ce qu'on réussit seulement à identifier 53 des grands-parents? Et à un certain moment, on a simplement réalisé que beaucoup des parents qui appartiennent à la deuxième génération sont des immigrants. Et donc, ils ont immigré seuls comme adultes, sans leur famille. Donc, ils n'ont jamais eu de parents eux-mêmes. Donc, les grands-parents n'ont jamais résidé au Canada. Donc, une grosse partie du 47 qu'on n'observe pas, c'est dû au fait que les grands-parents n'ont jamais résidé au Canada. Et donc, somme toute, là, le taux de couverture parmi les personnes parmi ceux de la G3, là, dont les parents ne sont pas immigrants, est beaucoup plus élevé. On est encore en train d'un peu explorer la qualité de ces données-là, mais ça nous a beaucoup rassurés. OK. Maintenant, on estime des régressions, des régressions qui nous permettent d'obtenir une estimation de l'effet net du revenu des parents et des grands-parents sur la participation aux études postsecondaires des petits-enfants. Je vais vous montrer les résultats sous forme de tableau. Ça va être un petit peu plus, ça va devenir un peu plus clair, mais pour ceux et celles qui s'y connaissent un peu plus en économétrie, ça donne une idée des modèles qu'on estime. L'élément important que je voulais soulever également, c'était que dans ce processus-là, on s'intéresse à un processus multigénérationnel où on se demande si le revenu des grands-parents a une influence sur la participation aux études postsecondaires des petits-enfants. Mais évidemment, le revenu des grands-parents a une influence sur le revenu des parents. Et donc, une partie de l'influence du revenu des grands-parents sur la participation aux études postsecondaires des petits-enfants passe par le revenu des parents. Donc, on s'attend à avoir une influence indirecte. Et ce à quoi on s'intéresse, c'est de savoir si, en plus de cette influence-là indirecte, qui passe par le revenu des parents, est-ce qu'on a un effet direct, net, du fait que les parents qui proviennent de familles à plus haut revenu transmettent cet avantage-là à leurs enfants. OK. Et donc là, on arrive au résultat ici. La résolution n'est pas super bonne sur la diapo en avant, mais je crois qu'en ligne, ça devrait être mieux. OK.
Donc, le premier modèle pour lequel on rapporte des résultats, c'est un modèle où on produit une régression du revenu des parents, donc de la deuxième génération, sur celui des grands-parents, la première génération. Donc, ça nous montre l'influence du revenu des grands-parents sur le revenu des parents, donc de leurs propres enfants. Et on voit une association de 0,27, ça veut dire que pour chaque percentile de revenu additionnel des grands-parents, donc de la première génération, leurs enfants, donc les parents de deuxième génération, ont un revenu qui est à peu près un quart de percentile plus élevé. Donc, si on présente ça un peu différemment, on peut se dire que la différence entre les de revenus des parents, selon si les grands-parents étaient complètement au bas de l'échelle de la distribution de revenus, au premier percentile, versus complètement au sommet, au dernier percentile, c'est de 28 points de percentile. Donc, c'est beaucoup. C'est un peu moins qu'un tiers de la distribution totale. Et c'est assez similaire à ce qu'on retrouve ailleurs dans la littérature. Donc, c'est un résultat qui n'est pas surprenant ici. Et donc, ça va être ça le mécanisme de transmission indirecte que je mentionnais dans la diapo précédente. OK. Avant de poursuivre un peu dans l'exploration de cette relation indirecte, on peut regarder l'influence directe du revenu des grands-parents sur la participation aux études postsecondaires de leurs petits-enfants, sans prendre en compte cet effet indirect. Ici, la variable dépendante, on utilise une échelle en termes de pourcentage. Donc, ce qu'on voit, c'est les points de pourcentage. Donc, l'augmentation d'un percentile de revenu des grands-parents est associée à une augmentation de 0,2 points de pourcentage dans la probabilité de participer aux études postsecondaires chez leurs petits-enfants. Ça semble petit, mais encore une fois, qu'on donne un effet d'échelle, les petits-enfants de grands-parents qui sont complètement au bas de la distribution de revenus, quand on les compare à ceux qui sont complètement au sommet de la distribution de revenus, on a 20 points de pourcentage de différence en termes de participation aux études postsecondaires. Donc, c'est quand même beaucoup. Dans le deuxième modèle ici de notre analyse de l'accès au post-secondaire de la troisième génération, on éclaire à la fois une mesure du revenu des parents et des grands-parents. Ce qu'on voit, c'est que l'influence du revenu... Et j'avais des petites animations, donc voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que l'influence du revenu des grands-parents diminue d'environ 2 tiers. Donc, environ le 2 tiers de cette association-là qu'on avait dans le modèle où on a seulement une variable, celle du revenu des grands-parents, en fait, opère de façon indirecte à travers le revenu des parents, comme on a dit. Donc, à travers ce mécanisme-là d'association intergénérationnelle du revenu. Et l'influence du revenu des parents sur la participation aux études postsecondaires de leurs enfants est d'environ un demi-point de pourcentage par percentile de revenu parental. Encore une fois, si on donne une espèce de... On représente ça un peu différemment. Si on compare, pour ce deuxième modèle-là, les enfants qui ont grandi, dont les grands-parents sont dans le 10e percentile, donc parmi les plus bas dans la distribution de revenus, versus ceux qui sont au 90e percentile, on a une différence d'à peu près 5 points de pourcentage dans la participation aux études postsecondaires. Donc, même net du revenu des parents, l'influence du revenu des grands-parents est quand même assez importante, mène à des différences qui ne sont pas négligeables dans la participation aux études postsecondaires des petits-enfants. Quand on regarde qu'on fait la même comparaison entre les enfants dont les parents étaient au 90e percentile, donc pas mal au sommet de la distribution de revenus des parents, par rapport aux enfants dont les parents étaient au bas de la distribution de revenus, donc au 10e percentile, on a une différence de 36 points de pourcentage dans la probabilité de participer aux études postsecondaires. Donc, l'effet parental ici qui semble beaucoup plus important que celui des grands-parents, mais on sait néanmoins qu'ici, à peu près les 2 tiers de l'influence du revenu des grands-parents est indirecte. Ce que ça nous indique ici, néanmoins, c'est qu'il y a un processus qui est évidemment bigénérationnel, qui est très important dans les inégalités d'accès aux études postsecondaires. Mais il y a aussi une dimension multigénérationnelle qui ne disparaît pas, même qu'on prend en compte cette reproduction-là au niveau bigénérationnel. OK. Le dernier élément de résultat empirique qu'on a produit, c'est on s'est intéressé aux effets compensatoires. Donc, ici, on se pose la question, mais est-ce que c'est plausible que l'influence des grands-parents soit la même, peu importe le niveau de revenu des parents? Ce qui est un peu ce que présuppose notre modèle ici, où on regarde juste l'effet net du revenu des parents et des grands-parents.
Et la littérature sur les effets compensatoires nous suggère qu'en fait, dans une perspective multigénérationnelle, ce qu'on pourrait s'attendre à observer, c'est que les familles dont les grands-parents avaient un niveau de revenu élevé, mais les parents n'ont pas atteint le même niveau de revenu, vont venir intervenir et jouer un rôle compensatoire dans l'accès à l'éducation de leurs petits-enfants. Et donc, on s'attend à avoir un effet d'interaction où l'effet du revenu des grands-parents va être plus fort au bas de la distribution de revenu parental. Donc, on s'attend à avoir une influence du revenu des grands-parents qui est beaucoup plus important dans les familles dont les parents sont défavorisés. Et on a testé ça en produisant un effet d'interaction ici. Encore une fois, c'est un peu difficile d'en voir la magnitude, mais une petite note ici. Tous les coefficients sont statistiquement significatifs à un niveau très élevé. On a quand même un gros échantillon ici d'à peu près 60 000 observations. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est un effet d'interaction qui est négatif, c'est-à-dire que ici, dans notre modèle avec interaction, le revenu des grands-parents a une influence particulièrement forte sur l'accès aux études postsecondaires de leurs petits-enfants net du revenu des parents. Mais la taille de l'effet ici diminue à mesure qu'on progresse dans la distribution de revenus parental. De manière graphique, on peut présenter ça, ça va être beaucoup plus clair. Aussi avec des termes non linéaires, on laisse le revenu des parents et les grands-parents avoir un effet non linéaire sur l'accès parce qu'on sait que les familles à très faible revenu en particulier ont beaucoup moins de chances de participer aux études postsecondaires. Et on obtient ce graphique-là ici. Désolé. Ce qu'on voit ici, c'est 3 lignes. C'est la probabilité de participer aux études postsecondaires pour la 3e génération en fonction du revenu des parents. Mais on a 3 courbes. Une pour les enfants dont les grands-parents étaient au 10e percentile de revenu. La courbe du milieu pour les enfants dont les grands-parents étaient au 50e percentile. Et la courbe du haut pour les enfants dont les grands-parents étaient au 90e percentile, donc les grands-parents les plus fortunés. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un peu une représentation visuelle de notre effet d'interaction, où l'influence du revenu, évidemment, il y a une relation très forte entre le revenu des parents et la participation aux études postsecondaires de leurs enfants. On voit ici, donc, par exemple, bref, on le voit assez bien. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'au bas de la distribution de revenus parental, ici, là, dans les rangs centiles les plus bas, on a un fort écart en termes de probabilité de participer aux études postsecondaires. Si on compare les enfants dont les grands-parents étaient les plus fortunés ou avaient les revenus les plus élevés par rapport aux enfants dont les grands-parents avaient les revenus les plus faibles. Donc, c'est là qu'on voit vraiment qu'on a un effet compensatoire du revenu des grands-parents au bas de la distribution de revenus des parents. Donc, parmi les familles dont les parents étaient les moins favorisés, ceux dont les grands-parents étaient favorisés semblent avoir une probabilité beaucoup plus grande, puis en fait 20 points de pourcentage, de participer aux études postsecondaires. Donc, c'est vraiment ça notre effet compensatoire qu'on s'entendait avoir et qu'on observe ici. Alors que plus haut dans la distribution de revenus des parents, on arrive aux parents au 50e percentile de revenus, donc dans le milieu de la distribution de revenus parentale, on voit encore un faible effet, une faible influence du revenu des grands-parents, d'à peu près un peu plus que 5 points de pourcentage, mais c'est néanmoins beaucoup plus faible que ce qu'on voit au bas de la distribution de revenus. Et finalement, au sommet, on voit un écart nul. Donc, le revenu des grands-parents ne semble pas influencer la participation aux études postsecondaires de leurs petits-enfants dans les familles où les parents sont vraiment très favorisés. Ce qui est peut-être moins surprenant également. Parce qu'ici, on voit que dans ces familles-là, on a déjà des taux de participation aux études postsecondaires de 90 Une autre façon de voir un petit peu... en fait, je vais sauter cette slide-là. OK. Donc, pour conclure, on voit vraiment qu'on a confirmé un peu deux de nos hypothèses, qui étaient qu'on observe une transmission sur plus que 2 générations, mais aussi qu'on a un effet compensatoire assez important au bas de la distribution de revenus parental. Quand même rappeler que ça ne corrige pas l'ensemble donc l'effet compensatoire permet un certain rattrapage, mais vraiment pas au niveau des familles les plus favorisées. 3 limites importantes des données. Nos données couvrent une période trop courte pour qu'on voit ensuite comment ça influence le revenu de la 3e génération.
ce qu'on va vouloir faire dans les prochaines années quand on a assez d'années données pour le faire. Quand on regarde l'effet net du revenu des grands-parents sur le revenu des petits-enfants, donc net du revenu des parents, un des enjeux ici, c'est qu'on n'a pas une mesure complète des caractéristiques des parents. Dans les données administratives, là, des données qui proviennent de sources fiscales, on connaît le revenu des parents, mais on ne connaît pas leur niveau d'éducation, par exemple. Le niveau d'éducation des parents a tendance à avoir aussi une grande influence qui n'est pas totalement corrélée avec le revenu des parents sur la participation aux études postsecondaires de leurs enfants. Puis il y a certaines études qui ont montré que quand on a une mesure plus complète des ressources des parents, on a tendance à observer un effet beaucoup plus atténué des grands-parents. Donc, les grands-parents transmettent leur statut social à travers différents canaux qui ne sont pas seulement le revenu des parents, mais aussi le niveau d'éducation des parents, leur performance scolaire, etc. Et finalement, on a aussi une mesure limitée des ressources des grands-parents dans nos données. Ça, c'est un point sur lequel on va essayer de produire plus de résultats. Mais ici, on a seulement une variable unique qui capture le revenu des grands-parents pour la mère ou le père. Il y a d'autres études qui indiquent qu'on peut observer des effets un peu plus forts du revenu des grands-parents lorsque on mesure le revenu individuel de chacun des grands-parents. Si on veut un peu ouvrir, puis là, je pense qu'il me reste peut-être 15 secondes pour ça, à d'autres questions, pour lesquelles c'est plus difficile d'obtenir une réponse avec des données administratives, mais je pense qu'elles sont néanmoins très importantes. Celle du rôle du contact, donc vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans les familles où les grands-parents ont survécu jusqu'à l'accès au postsecondaire des petits-enfants. Le rôle de la qualité des liens familiaux, est-ce que c'est différent des grands-parents de parents biologiques versus des grands-parents dans les familles reconstituées? Le rôle de la matrilinéarité, qui a été mis en lumière dans des études récentes, la proximité géographique, la qualité des liens affectifs, mais aussi la taille des fratries des générations. Et finalement, l'étude de Sun que j'avais soulevée au début dans la revue de littérature nous pousse à s'intéresser vraiment aux inégalités dans les structures de réseaux familiaux qui découlent un peu de ces processus-là démographiques. Et donc, avec un plus de développement de données administratives, on pourrait être en mesure d'aller explorer ces mécanismes-là, ces dynamiques-là, qui vont avoir un effet assez important un rôle assez important dans la reproduction des inégalités dans une perspective multigénérationnelle et relationnelle. Donc voilà, merci beaucoup.